Et l'invité d'Europe Soir, c'est Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale. Bonsoir. Bonsoir. Mehdi Nemmouche, l'auteur présumé de la tuerie du musée juif de Bruxelles, est en garde à vue depuis maintenant 3 jours, depuis vendredi midi. Apparemment, il ne dit rien. Ça se passe comment, une garde à vue, quand quelqu'un a décidé de ne pas parler? On prolonge ça quand même pendant 4 jours en lui répétant toujours les mêmes questions? Oui, absolument. D'abord, on lui répète les mêmes questions et puis on fait des tas d'autres actes pendant la garde à vue. Alors, on peut faire des perquisitions. Vous savez que pour une perquisition, il faut que la personne soit présente. Il peut ne rien dire, mais il faut que la personne en cause soit présente. On peut faire un certain nombre de prélèvements, prélèvements ADN, photographies, empreintes digitales, etc., etc. Et puis, bien sûr, on essaye de le faire parler. Mais quand il a décidé de ne pas parler, il peut tenir 4 jours. Absolument, même 6 jours. Et c'est un droit qui est reconnu par la loi. En garde à vue, vous avez le droit de vous taire. Alors, malgré son silence, on commence à avoir un peu une idée de son précis, de son profil. Est-ce que c'est pas exactement ce qu'on redoutait, c'est-à-dire un Français qui est allé un certain temps en Syrie, qui revient et qui commet des actes terroristes chez nous? On le craignait beaucoup, ça arrive maintenant? Absolument. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, puisque depuis 1990, les services français ont travaillé sur les filières djihadistes. À l'époque, c'était des gens qui passaient par Londres et puis qui après allaient s'entraîner en Afghanistan. Après, on a eu d'autres théâtres de djihad. Ça a été la Tchétchénie, ça a été l'Afghanistan, le Pakistan. Actuellement, c'est la Syrie. Ce qui est plus inquiétant en Syrie par rapport aux autres, c'est qu'avant, c'était une poignée. Or, aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait beaucoup de combattants français en Syrie et également beaucoup de combattants européens. Ça signifie que plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers d'Européens sont déjà revenus ou vont revenir en Europe. Donc, il y a ceux que les services français peuvent et doivent surveiller, mais prenons le cas d'un Allemand qui partirait d'Allemagne pour aller en Syrie, qui reviendrait, et puis après tout, il n'aurait qu'à venir en France pour commettre des attentats. Celui-là, par définition, s'il n'y a pas une très forte coopération européenne et internationale, il ne sera pas sur nos écrans radars. Alors justement, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec ce garçon, donc, puisque apparemment les services français l'avaient repéré, l'avaient fiché S, c'est ça? Ça veut dire fiché comme un danger pour la sécurité nationale? Ce sont des fiches sûreté de l'État qui permettent d'attirer l'attention des services en France ou des services à l'étranger, en tout cas dans l'espace Schengen, sur le fait qu'il y a quelqu'un qui est attiré notre attention. Ça ne veut pas dire, c'est pas une fiche qui permet d'arrêter quelqu'un, c'est pas une fiche qui permet de dire ce garçon est un terroriste, c'est une fiche qui dit voilà, ce garçon est fragile, dangereux, à surveiller. Si vous le contrôlez, dites-nous un petit peu avec qui il était, ce qu'il faisait, etc., pour qu'on puisse justement construire un dossier plus important. Mais s'il était rentré en France, il aurait été arrêté. Désormais, en France, tous ceux qui sont allés en Syrie sont considérés comme ayant fait partie d'une association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. Mettre un pied en Syrie, désormais, c'est se faire arrêter au retour en France. Alors, c'est pas si simple que ça, parce qu'il ne suffit pas de mettre un pied en Syrie. Alors, nous avons une législation qui est assez bonne en France et qui nous a permis, rappelons-le tout de même, de 1996 à 2002, il n'y a eu aucun acte de terrorisme avec des morts sur le territoire national. Les Français ont été frappés à l'étranger, il y a eu des assassinats au Maroc, en Arabie Saoudite, en Mauritanie, en Algérie, mais pas en France. Et c'est dû à deux choses, c'est dû d'abord à la qualité de nos services de renseignement, qu'il faut quand même féliciter, parce qu'on tombe toujours dessus quand ça va mal, mais le reste du temps, quand tout va bien, quand tous les trains de la SNCF arrivent à l'heure, il faut aussi féliciter le patron de la SNCF pour ça. Et bien là, il faut féliciter nos services de renseignement. Et puis nous avons des magistrats qui sont spécialisés avec un droit spécifique et notamment une incrimination que nous envie un certain nombre de pays qui est l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ce qui permet, quand on a un certain nombre d'éléments, de pouvoir interpeller préventivement des terroristes avant qu'ils commettent un attentat. Mais de fait, un jeune Français qui aujourd'hui rentre de Syrie, il est présumé complice des terroristes. Il est arrêté, il est incarcéré. Bien, alors encore faut-il, parce qu'on est dans un état de droit. Si on arrive à prouver qu'il rentre de Syrie... Encore faut-il établir un certain nombre de choses, qu'il a été en Syrie, qu'il a combattu, qu'il a pris les armes. On peut aller aussi en Syrie ou ailleurs, à un moment par exemple, pour pas toujours parler de la Syrie, vers le Pakistan, on avait un certain nombre, une filière djihadiste vers le Pakistan, mais il y avait beaucoup de gens qui partaient pour faire des études coraniques, et là-dedans se mêlaient des gens qui étaient djihadistes. Donc il ne suffit pas de partir au Pakistan, il ne suffit pas d'être musulman, même intégriste, pour faire un terroriste. Il faut que, on est dans un état de droit, il faut donc que les services de renseignement, les services de police judiciaire recueillent un certain nombre de preuves qui permettent d'incarcérer. Ce que je voulais dire, c'est que ce garçon, s'il avait été arrêté, s'il était revenu en France, aurait sans doute été arrêté, mais le fait d'avoir été
en Allemagne et en Belgique lui a permis de passer à travers les mailles. Alors effectivement, c'est un garçon qui était en prison, qui s'est radicalisé, d'après ce qu'on peut savoir aujourd'hui. Je suis très prudent, moi je n'ai pas d'informations particulières sur cette affaire, et l'enquête va durer probablement plusieurs semaines et plusieurs mois pour bien tout décortiquer, mais a priori c'est quelqu'un qui s'est radicalisé en prison. C'est un phénomène assez courant. Et assez inquiétant. Et assez inquiétant, mais la radicalisation, elle existe aussi sur Internet, elle existe aussi dans un certain nombre de mosquées salafistes, etc., etc. Et dès qu'il est sorti de prison, c'était donc un homme libre, il est parti. Il est parti, il est allé à l'étranger, apparemment peut-être en Angleterre, en tout cas en Belgique, puis il est parti en Syrie, il n'est pas revenu en France, ce qui fait que c'était difficile pour les services français d'avoir un suivi réellement opérationnel sur lui. On peut s'étonner qu'il ait gardé dans ce bus qu'il ramenait de Bruxelles jusqu'à Marseille, à la fois ses armes, ses munitions, son appareil photo. Est-ce que ça vous fait dire qu'on peut raisonnablement penser qu'il n'était pas en fuite, qu'il n'était pas en cavale, qu'il était plutôt en train de se préparer à faire d'autres actions ? Écoutez, c'est difficile de le dire. Moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit deux choses immédiatement. Premièrement, c'est le même profil que Mera, c'est-à-dire c'est un type qui est tout seul, c'est un loup solitaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un type qui lui a vendu des armes, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été formé en Syrie, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui l'a hébergé, ça veut dire que son projet criminel, il l'a probablement mené seul, avec des armes qu'il a dû se procurer. Et s'il ne s'est pas débarrassé de ses armes, alors que c'est vraiment le b.a.-ba, maintenant avec la balistique, on pourra établir de manière formelle que c'est bien cette arme qui a servi à la tuerie du musée juif, eh bien s'il ne s'est pas débarrassé de ses armes, il a donc pris un risque assez important, c'est probablement parce qu'il voulait commettre une autre action. Oui, en tout cas, c'est ce qui est vraisemblable. Est-ce que, à votre connaissance, les douaniers l'ont arrêté par coup de bol ? Alors, je ne dirais pas que c'est un coup de bol, ça s'appelle un contrôle. Vous savez, il y a beaucoup de criminels qui sont recherchés par la police judiciaire ou de terroristes qui sont recherchés par les services de renseignement, qui tombent tout bêtement, si je puis dire, dans les mailles du filet parce que les gendarmes, les policiers, les douaniers font des contrôles. Ce qui prouve juste que les contrôles sont efficaces. Et là, il faut féliciter les douaniers. C'est une arrestation qui, d'après ce qu'on sait, est complètement fortuite, mais en même temps, c'est pas un coup de bol, c'est parce qu'il y avait des douaniers qui étaient là et qui avaient décidé de faire un contrôle et qui ont fait le bon contrôle au bon moment sur la bonne personne. Et je pense que ils ont eu du nez et c'est bien, on a eu la chance et tant mieux. Merci beaucoup Frédéric Pechna, ancien directeur général de la police nationale, invité d'Europe Soir. Merci.